Merci d'être venu. L'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est il y a un an, nous avons décidé d'ouvrir le dossier des décharges sauvages parce que c'était un véritable tsunami. C'est toujours un véritable tsunami. Nous avons une vingtaine de dossiers en route sur le Pays Basque. Et donc, nous avons quatre ont une suite juridique. Et donc, ce que nous voulons vous présenter aujourd'hui, nous allons commencer par CMP. Vous verrez que sur CMP, nous avons des dossiers sur 5 décharges sauvages. Nous avons déjà une 6e en cours, mais bon, on n'en parlera pas aujourd'hui, le dossier n'est pas... Donc, vous voyez ici la ligne composée par ce qu'on va appeler CMP1, CMP2, CMP3, c'est dans l'ordre où on les a découverts, où les riverains nous les ont signalés, etc. Donc on va commencer par la première, CMP1, qui est, ça c'est la route qui va vers Asquin. Et donc là nous avons une décharge ancienne qui a commencé, je crois, vers les années 2002, en toute illégalité, sans aucune autorisation, et qui comporte aujourd'hui 3 niveaux. Et donc, la première, là où on voit 450 mètres environ, ce petit triangle de terre, là, les services de l'État sont intervenus, il y avait des citernes, il y avait de tout qui a été déversé. Ici, il y a un ruisseau, que vous allez voir l'état du ruisseau. Tout le long, il y a un ruisseau qui avait du poisson autrefois, etc., qui a été dégradé. Et donc, sur cette première, sur ce premier niveau, les services de l'État sont intervenus et la décharge devait s'arrêter. Mais depuis, dès que les services de l'État se retirent, ils rouvrent la décharge. Alors, ils ont certes comblé la première, mais ils ont ouvert un deuxième casier et un troisième casier. Et encore aujourd'hui, chaque fois qu'on porte le PET, les services de l'État interviennent. Ils assurent qu'ils arrêtent, qu'ils recouvrent, que c'est terminé, et dès qu'ils sont partis, ça recommence. C'est la Société Lusienne de Travaux Publics. Voilà donc ce qu'on peut trouver quand on monte. En montant, on a le ruisseau à gauche, et ça c'est du côté droit, du côté où sont les casiers. Et donc vous voyez la qualité de ceux qui suintent du premier silo. C'est une espèce de crème de rouille, etc. Voilà. C'est quelle entreprise? La Société Lusienne de Travaux Publics. Et c'est qui? C'est des frères Salaberry, pas tous les frères Salaberry. D'accord. Voilà le ruisseau dont parlait M. Pachon, là, qui est sur la partie... Là, vous voyez qu'il y a un ruisseau. Ce ruisseau est un affluent de la Nivelle. De la Nivelle. Et vous allez voir dans quel état est ce ruisseau. Voilà. Donc, il est en partie obstrué par des déchets du bâtiment. Il y a de tout dedans. Et évidemment, il est absolument mort. Et lors de la dernière visite, on a donné ces diapositives, on est intervenu. L'Adréal y a été, et donc il est complètement détruit et obstrué. Donc les services de l'État et la police d'Ozo ont été avertis, et ils ont annoncé leur visite. Ils ont annoncé la visite parce que la première fois, ils ont risqué gros, ils ont été menacés, etc. Ils ont annoncé leur visite et ils ont demandé un peu de temps, et quand ils sont intervenus, le responsable d'Adréal a dit « Ah non, j'ai pas vu ça, moi, quand j'y étais. » Donc ils avaient tout gratté, il a vu un canal nettoyé. Donc vous voyez, ça c'est le second étage. Le second étage, c'est-à-dire au-dessus. Vous avez passé le premier où on voit les bords. Voilà, celui-là. Ça c'est le premier étage. Voilà, ça c'est le premier étage. Donc vous voyez, ça c'est recouvert de terre et enherbé, mais on voit bien sûr les blocs de béton et les plastiques du bâtiment qui dépassent. Parce que les déchets du bâtiment n'ont pas le droit d'aller dans une décharge de ce type-là. Ils doivent aller dans une installation de stockage de déchets inertes. Et évidemment, il faut qu'il y ait de la qualité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir dedans des bidons parce que quand ils font ça, dedans il y a n'importe quoi. Et donc, s'ils allaient dans une ISDI,
il y aurait un tri, il y aurait une qualité de terre qu'il devrait établir. Et puis, il devrait payer un prix. Donc, là, ce qui s'est répandu dans tout le Pays Basque, c'est on ne va pas dans les SDI et on contourne et on trouve un agriculteur qui veut boucher un trou. Ça coûte zéro. Ça coûte un peu pour l'agriculteur. Donc c'est un système qui s'est mis en place et c'est à ce à quoi on s'attaque. Voilà, donc ça c'est le premier étage. Maintenant ça c'est le second étage. Quand on y est allé il y a 2 ans, c'était ça. Et alors ils s'en font pas, ils déposent et après il leur faut de la terre pour mettre par-dessus et il faut pousser. Et s'il y a une forêt, mais ils poussent sur la forêt. Vous allez voir, voilà. Le deuxième étage c'est ça, donc c'est des terres et des déchets des bâtiments encore. Et maintenant ils ont ouvert un 3e étage. Et vous voyez dans ce 3e étage, la forêt au fond, ils grattent le plan de coupe qui dépasse largement les 2-3 mètres et ils font tomber la forêt par-dessus, pratiquement. Voilà, vous voyez la forêt, comment ça se fait. Donc ce 3e étage, ils ont stoppé sur notre dénonciation. On peut vous dire qu'il y a eu dans les derniers mois une noria de camions qui a repris le dépôt en venant pour évacuer tous les déchets de l'autoroute sur Cévennes-de-Bus, des travaux d'autoroute sur Cévennes-de-Bus. Ça, c'est la première décharge de ces lieux. Alors, vous voyez qu'en septembre 2014, on a dénoncé cela au niveau de la préfecture et on a dénoncé au niveau de la préfecture, on a dénoncé le système qui se mettait en place. Parce que nous avons 2 axes sur cette question-là. Un, c'est la dénonciation et obtenir l'arrêt de ces décharges illégales. Mais en parallèle, ce que nous voulons, et c'est pour ça que nous siégions à la commission départementale des BTP, maintenant, depuis les dernières élections, ce sera la région qui va s'en occuper, où là, nous poussons à ce qu'il y ait des installations de stockage gérées par l'État, contrôlées par l'État, dans un rayon de 10 à 15 km, de manière à ce qu'on ne puisse pas avoir un transporteur qui dise « je n'ai pas d'installation de stockage à proximité, et donc je fais ça ». Donc vous voyez que c'est à la fois la dénonciation des saloperies qui sont faites tous les jours, et c'est à la fois un travail institutionnel pour que des solutions pérennes et à un prix qui soit convenable, parce que si le prix de la solution pérenne est trop élevé, évidemment, ça sera continuellement contourné. Voilà, c'est notre boulot, il va dans ces 2 sens. Voilà, maintenant on va passer à la 2, rapidement. Dans la 2, vous voyez, là, les hangars qu'on voit, c'est l'établissement Janvier. Voilà. Ça, c'est l'établissement Janvier. Et ici, ils ont eu une première déclaration, ils ont fait une déclaration, que nous avons, qui a été faite au niveau de la mairie, et ils ont eu une autorisation sur une certaine longueur, et ils ont déboisé énormément, et cette autorisation n'était pas légale, en ce sens qu'elle avait été instruite au niveau de l'urbanisme, mais pas au niveau de l'environnement, et en particulier au niveau de la loi sur l'eau. Parce que là, il y a un ruisseau, alors, voilà, on va le voir. Là, voilà, vous voyez, il y a un ruisseau qui naît au début de la décharge, qui descend là. Donc il fallait le faire au niveau de la loi sur l'eau. C'était déjà illégal. Mais le summum, c'est qu'évidemment, ils ont fait n'importe quoi, ils ont mis n'importe quoi, et nous avons eu, c'est un pied sur Gazniev, à côté, vous voyez, et allez-y, et ici, voilà, vous avez ici les décharges, et vous voyez, dans le réseau hydraulique, comment ça empiète. Donc quand on met du goudron dedans, quand on met... parce que quand il y a le bâtiment, vous allez voir, de près certaines décharges, il y a de tout, des fois, des bidons, des produits toxiques, etc., qui sont dessous. Une fois que c'est dessous, il n'y a personne qui vient déterrer. Hein. Voilà. Et là, il y a eu un glissement de terrain. Voilà. Donc ici, tout a été déforesté. Voilà. Et vous voyez les déchets du bâtiment. Là, ici, nous avons aussi un dossier de la police des eaux, parce que nous avons porté nos photos à la police des eaux, qui a fait aussi... et donc, il y a un procès verbal de la police des eaux. Sur celle-là, nous avons porté plainte. Parce que, vous voyez, il y a eu un écoulement depuis en haut. Et
évidemment, la décharge s'est allongée de près de 40 et quelques mètres par rapport à la déclaration, et l'écoulement a atteint, a complètement recouvert le premier tuyau. Ils avaient déjà recouvert le ruisseau, en grande partie, et quand ça s'est écoulé, ils ont entièrement recouvert le ruisseau. Évidemment, l'eau a gonflé dessous, et ça fait un écoulement qui est arrivé au second ruisseau. C'est-à-dire, le ruisseau descend sur un autre ruisseau, l'écoulement arrive à la limite du second ruisseau. C'est-à-dire, il y a un ruisseau qui a complètement disparu. Donc là, vous voyez l'écoulement. Donc ici, il n'y a pas de problème, nous l'avons dénoncé, la police des eaux est passée, elle a fait un rapport et un PV. Il y a eu un arrêté préfectoral qui exige de la municipalité que ce soit réglé. Et ça, c'est au tribunal. Évidemment, on a été auditionné par la police, donc on pense que ça devrait aboutir dans l'année, mais vous voyez que ça fait déjà un an que... C'est toujours le même. Ouais. C'est les mêmes qu'on a retrouvés à Lidard aussi. C'est les mêmes qui, en ce moment, balancent des camions illégalement à Tarnos, du côté de Valtrappe. C'est toujours deux frères. C'est lesquels frères? C'est lesquels frères Salabelli? Ça, c'est ceux de la Société Lusienne de Transport. Voilà. Mais leur prénom, c'est quoi? Ceux-là, c'est pas Jean-Michel, c'est des autres. On ne sait pas. Je ne sais pas comment c'est. Voilà. Jean-Michel, on l'a plus. Voilà. Voilà. Mais c'est la Société Lusienne de Travaux Publics, ça c'est sûr. Donc ici, ça c'est la lettre qu'on a fait au maire. On a fait la réponse du maire qui nous dit qu'ils vont prendre des mesures et qu'ils ont fait appel à la police des eaux, etc. Et ici, ça c'est la plainte faite au niveau du procureur. Donc c'est là nous avons bon espoir qu'elle aboutisse. Et donc, comme je vous le disais, on n'a pas vocation à faire des procès partout. On aurait une vingtaine de procès en route en ce moment. Donc l'attitude du cadre, ça a toujours été de dénoncer parce que dénoncer, ça a deux aspects. Un, ça fait prendre conscience aux mairies, parce que les mairies sont responsables de cet aspect-là, c'est le maire qui a le pouvoir de police là-dessus. Deux, ça tape sur les doigts des personnes. Trois, c'est un aspect pédagogique quand on l'explique, etc. Sauf qu'ici, on atteint la limite de cette méthode. C'est-à-dire, on a des gens qui s'en fichent complètement et qui continuent. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi, pas systématiquement, mais de faire modèle. Sur Ustaritz, on a choisi la négociation longue avec la mairie qui est en passe, on vous le dira au mois de mai parce qu'on attend le dernier moment pour voir si c'est fait, est en passe de fermer la décharge de Bordaberry qui existe depuis 14 ans. Qui était géré par la FRGV, entre guillemets, utilisé par les RHM. Voilà. Donc, dans certains endroits, je vais le tel. Là, je vous emmène. Voilà. Donc, ça, c'est la décharge de Saint-Pé2, en cours de route, qui est aujourd'hui stoppée, parce que là, ils ont le droit à faire. Voilà. Et maintenant, décharge Saint-Pé3. Ça, c'est à vous, monsieur Victor. Alors, depuis cette partie-là, dernièrement, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 nouvelles décharges qui s'est développées sur la commune de Saint-Pé. On les a baptisées Saint-Pé3, Saint-Pé4 et Saint-Pé5, qu'on va vous présenter à chaque fois. Saint-Pé3 qui est en charge d'une décharge relativement étendue, 18 hectares, et qui en particulier est en bordure à la fois du SNIEF et de parcelles forestières. Encore en plus sur cette décharge-là, on vous le rappelle à chaque fois, il y a à chaque fois un réseau hydrographique qui est en cause. Donc en particulier ce réseau, là est un petit peu plus compliqué dans le cas de Saint-Pé3 parce qu'il alimente toute une partie qui s'en va vers d'abord un lac, dont on vous donne quelques photos et avec l'alimentation correspondante. Mais ce lac aussi alimente une rivière qui s'appelle le Grand Tissac qui s'en va vers Héromardy du côté de Saint-Jean-Baptiste. Donc toutes les cochonneries que l'on voit là alimentent tout ce réseau hydrologique. Saint-Pé3, quand on arrive sur la décharge, apparemment on a des choses qui sont
relativement bien déterminées, qui semblent à première vue. Ce sont des photos qui datent de décembre 2015. Alors, si vous vous rappelez, en décembre 2015, il faisait relativement beau. On a d'autres photos aujourd'hui qui sont moins belles que celles-là. On n'a pas pu les intégrer. Donc, quand on arrive sur la décharge, on a à peu près ce genre de choses. Quand on avance un petit peu plus, on s'aperçoit qu'une grande partie de la décharge, toute la première partie de la décharge a déjà été arasée, avec une demande de travaux qui a été faite à la mairie de Saint-Pé, mais dans cette décharge, vous remarquerez que le remblai qui demande à être réalisé devait être fait avec de la terre arable. La terre arable, la voilà. Quand on avance un petit peu plus sur ce qu'on peut appeler la zone de travail, on s'aperçoit qu'on a un petit peu de tout sur cette zone-là, à la fois des décharges du bâtiment, bien évidemment, du bois, mais surtout, on a aussi, de temps en temps, des fosses qui sont un petit peu vraiment symptomatiques des déchets qu'il y a sur place. Toujours pareil, ces photos-là datent de décembre 2015, période à laquelle il faisait relativement sec. Il y avait quand même, sur cette fosse, ce genre de choses. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. C'est la photo que vous avez sur la partie droite, où on essaye de boucher un certain nombre de trous. Mais ces déchets se déversent sur la partie droite du réseau hydrologique de la décharge, et bien évidemment, comme ça déverse sur tout le rue qui est sur le côté, on essaye de les bloquer avec un certain nombre, entre guillemets, de barrages. Ce sont des arbres en haut, ce sont de temps en temps des espèces de magma de béton. Tout ça pour éviter que ça alimente de trop le réseau hydrologique. Sur l'autre côté de cette décharge, on a des choses équivalentes. On essaye de bloquer les déversements potentiels. L'ensemble de la décharge, on peut remarquer qu'il y a sur une partie un fossé qui a été amplifié, et de l'autre côté, un empierrement pour permettre des extensions. Sur cette partie-là, sur la partie cadastrale correspondante, de la même manière, il y a eu une demande de travaux où on mentionnait qu'il s'agissait de remblais réalisés avec de la terre arable. L'autorisation a été obtenue pour ça. Vous voyez, après, dès que l'autorisation est obtenue pour ça, de la terre arable, de la terre fertile, etc., dès les premiers camions, il n'y a pas que de la terre. Normalement, sur cette partie-là, il y a un chemin qui doit ramener vers le bourg, qui est d'Elbaron, c'est le bourg d'Elbaron. Ouais. En fait, le chemin a été obstrué. Le jour, en décembre, où on est allé faire ces photos, il y avait des randonneurs en vélo qui ont été obligés de rembrousser chemin parce qu'ils ne pouvaient plus passer. Après Saint-Pé3, il y a une nouvelle décharge qu'on a trouvée un peu plus loin, à Saint-Pé4. Saint-Pé3, toujours le propriétaire? Non, c'est un troisième frère. Un troisième frère. Toujours la même famille? Oui. Saint-Pé4... Ils ne sont pas du tout d'accord entre eux, hein, mais... Comme caractéristique générale de bien évidemment de toute cette décharge, c'est qu'il y a une dénivellation suffisamment très importante, qu'on essaye de combler, évidemment, mais c'est assez important aussi parce que le fait de combler vers le réseau hydrologique qui est en bas alimente pas mal de lixiviates. Donc c'est cette partie-là, voilà les références cadastrales. Là, Saint-Pé4 est en plein sur une ZNIF 2. Toujours pareil, on prend les caractéristiques hydrologiques, on s'aperçoit qu'il y a deux ruisseaux qui sont deux rues qui alimentent un ruisseau beaucoup plus important. Et celle-ci est en limite entre Saint-Pé et Aix. Et toute la partie qui va être alimentée, c'est un ruisseau qui alimente le village d'Aix. Quand on arrive sur la décharge, toujours pareil, ces photos sont de date de décembre 2015. On s'aperçoit que ça a déjà été empiré, que la partie gauche ici a déjà subi un remblaiement. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a tout un ensemble de déchets qui affleurent, qui n'ont rien à voir avec de la terre arable. Un peu plus bas sur la zone de travail, on observe ce genre de choses, avec des caractéristiques de déchets qui n'ont rien à voir, toujours pareil, avec au moins le BTP, mais il y a de tout, il y a absolument de tout.
ici, Iracheval. Et sur la partie basse, on essaye de pousser, de raser, et ainsi de suite, vers le petit ruisseau qui alimente un ruisseau plus important qui s'en va vers un. Les demandes de travaux qui ont été faites à ce niveau-là, on revoit toujours la même motivation, terre fertile. Vous avez pu vous rendre compte que ça n'a rien de fertile. Voilà la deuxième demande de travaux. Remblai avec de la terre fertile. Il y a deux propriétaires, il y a donc deux demandes de travaux. Donc là, on a fait une lettre, le CAD a fait une lettre mère en février dernier. Et on vient juste de se rendre compte qu'il y a une nouvelle décharge, pas très loin, à Saint-Pé, Saint-Pé-5. Celle-ci sur juste à la limite entre Aetz et Saint-Pé, elle est normalement sur la commune d'Aetz. Toujours pareil. Bon, là, elle est un petit peu plus petite théoriquement, elle ne fait qu'1,6 hectares. Mais avec une dénomination suffisamment importante, entre 80 et 55 mètres, pour, toujours pareil, alimenter toute la partie hydrologique qui s'en va là vers Aetz. On s'aperçoit que Saint-Pé4 et Saint-Pé5 sont vraiment pas très loin. Saint-Pé5, de la même manière, la SNIEF que l'on voyait sur Saint-Pé4, qui recouvrait la totalité de la décharge de Saint-Pé4, arrive en bordure de Saint-Pé5. Quand on arrive sur la décharge de Saint-Pé5, voilà ce qu'on voit. Et on se rend compte qu'en fait, il y a une conduite de gaz qui passe juste en dessous de cette décharge. C'est facile à vérifier sur le site GeoWhisk. On cherche, on s'aperçoit qu'il y a une conduite de gaz qui passe à proximité et les références correspondantes sont. Le propriétaire. Jean-Michel. Troisième. Jean-Michel Salaberry. L'autre frère. Alors on a des techniques absolument similaires. On pourrait dire que ce sont des techniques familiales, mais en fait c'est exactement pareil. Les zones sont toujours en descente vers des ruisseaux, donc on part de haut et on entasse. De la même manière, on trouve des fosses dans lesquelles on met un petit peu tout. Ça, ce sont des photos qui sont quand même sur une partie, c'était encore en décembre de l'année dernière. Non, C'était à 3. c'était il y a une semaine. Là, il y a de l'eau. Mais dans la 3, il y avait de l'eau, et c'était en décembre, il y avait 7 semaines de sécheresse. Mais, Oui. monsieur le maire, si vous repassez en arrière, on voit les strates de déchets. Oui. Oui. Ça veut dire que c'est. Chaque c'est fois pas sur la nous. fosse. On voit l'épaisseur. Oui, nous, Et toujours pareil, on prend quelques détails, on donne quelques détails sur ces déchets. Sur la partie supérieure, terre fertile. toujours pareil, voilà la terre fertile. Et dans ce cas-là, la descente sur le ruisseau est déjà très symptomatique. C'est une des dernières décharges, c'est-à-dire qu'elle est relativement récente. On s'aperçoit que déjà il y a tout un ensemble de lixiviates qui descendent vers nous. Il y a une particule les plus fines en premier, ce qui comble le lit des ruisseaux, etc. quoi, hein. Donc on voit en particulier ici, là, on voit la dernière couche qui descend et ainsi de suite. Et là, Des lixiviates. ces lixiviates. Toujours pareil, on pousse vers un rue. Alors dernièrement, l'état de ce ruisseau était comme ça. On s'aperçoit la couleur orange, marron de ce qui descend vers le ruisseau. Donc ça c'est 4 décharges simplement sur Saint-Pé. Un des exemples des différentes décharges sur lesquelles nous attaquons aujourd'hui, qui recouvrent pas mal de points dans l'environ du Pays Basque. Mais ce n'est qu'un exemple qu'on a présenté aujourd'hui. Vous voulez commenter ça? Oui, bon, alors, je veux dire que pour nous, on a commencé notre travail en envoyant à toutes les mairies
un dossier complet sur les prérogatives des maires sur cette question-là. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y a, les maires, souvent, ils répondent à une demande comme ça d'un agriculteur, je veux boucher un trou de terre, ils disent oui. Et c'est le début. Donc, on ne va pas entrer dans le détail sur la complicité, du degré de complicité du maire. C'est vrai qu'il y a des fois où le maire il se fait avoir tout simplement, il pense qu'il y aura 4 camions et puis il y a 150 camions qui portent autre chose que ceux qui l'ont autorisé. Ça arrive. Mais nous on avait envoyé un dossier complet à tous les maires du Pays Basque et du Sud des Landes. 18 villes du Sud des Landes. Et 18 villes du Sud des Landes et tous les villages du Pays Basque en disant attention, monsieur le maire, c'est vous qui êtes responsable de ça. Et donc on se rend compte que parfois ils demandent, parce que parfois ils accordent une autorisation comme ça sur un bout de papier. C'est ce qui s'est passé à Urt dernièrement. Mais, et encore à Urt, il a eu la précaution de dire sous réserve de respect de l'environnement, des lois sur l'environnement et de l'urbanisme. Parce que instruire un dossier pour déposer des remblais, c'est aussi regarder s'il y a une deuxième, c'est aussi regarder s'il y a un cours d'eau. Voilà, c'est aussi regarder s'il y a des riverains et compagnie. Donc, c'est pas juste un petit truc qui se règle dans un bureau de mairie. La législation est compliquée. Voilà, et donc il faut que les maires comprennent ça. Ça, c'est en direction des maires, c'est ça. Qu'ils soient plus ou moins impliqués. Il faut qu'ils comprennent ça parce qu'ils vont se retrouver confrontés à des problèmes insolubles. La seconde chose qu'on veut dire, c'est que on intervient, je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau des institutions, parce qu'il nous faut un plan pour le BTP bien plus ambitieux et à des tarifs attractifs. La troisième chose qu'on veut dire, c'est par rapport aux propriétaires. L'agriculteur qui accepte qu'on mette de la terre, entre guillemets, fertile, arable, des glaces, n'importe quoi, dans son truc, il va sans doute toucher un petit revenu. Pour certains, ce petit revenu compte. On en est bien conscient. Mais si dedans il y a du goudron qui s'écoule dans le cours d'eau et compagnie, non seulement il empoisonne sa terre, il empoisonne le cours d'eau, mais après, lorsque l'affaire arrivera au tribunal, c'est lui qui va être au premier rang. C'est lui qui va morfler 10 fois, 20 fois, 30 fois plus que le transporteur qui s'est comporté un cochon. C'est ce qui nous a arrêtés sur Ustaritz de ne pas porter plainte. Parce que la personne qui avait autorisé est une personne, on va dire, vulnérable. Et c'était lui qui allait en prendre plein la tronche. Donc on a mené la négociation jusqu'au bout, plutôt que ça aurait été plus facile d'allumer direct. Donc on attire l'attention. Et des maires. Il faut que le dossier soit instruit à tous les titres de l'urbanisme, mais aussi de l'environnement et de la loi sur l'eau. Et des propriétaires. Ils sont les premiers responsables devant un tribunal. Des agriculteurs. Ils sont les premiers responsables devant un tribunal. Voilà. Donc, c'est les axes sur lesquels nous nous focalisons. Évidemment, si nous faisons une conférence de presse, c'est que nous comptons aussi sur l'aspect pédagogique. Et ce dossier en commission déchets est en train de prendre une place considérable. On ne le fait pas pour le plaisir d'emmerder les transporteurs qui ont leurs petites habitudes. Je ne vous dis pas que si les riverains sont parfois menacés physiquement, etc., vous imaginez que nous, si on pouvait nous choper quand on va faire notre reportage photo, ça serait aussi... donc, c'est pas de tout repos, on peut vous le dire. Mais si on le fait, c'est parce que c'est un système qui se met en place et que si on n'intervient pas assez vite, un jour il sera trop tard. Et je crois qu'au niveau de la préfecture, on n'a pas encore compris cet aspect-là. En fait, on a un nombre de décharges relativement importantes, mais il est assez limité simplement parce qu'on n'est pas nombreux dans la commission déchets. Parce que si on était beaucoup plus nombreux, je suis sûr que le nombre de décharges sur lesquelles on pourrait travailler serait encore multiplié par un coefficient beaucoup plus important. Au niveau de la formation de la commission de GAD,
on a lancé une formation sur comment constituer un dossier. Parce que notre objectif, c'est de créer, bien sûr, des associations vigilantes sur place, hein, les gens avertissent, mais aussi des gens capables de monter le dossier rapidement, c'est-à-dire localiser, présence d'une SNIF, présence d'un ruisseau, quelles sont les normes administratives qui ont été demandées, pas demandées, etc. Quelles sont les infractions caractéristiques. Dans la façon de faire ce dossier, on est en train de faire une formation pour que de plus en plus certains d'entre nous soient capables de le faire, parce que sinon on va être, on est et on va être encore plus débordé par ces dossiers. Mais si on est capable de le faire, n'importe qui dans une mairie de la plus petite ville est capable de le faire. Hein. Ce sont des informations qui sont ouvertes. On a simplement récupéré un certain nombre d'informations ouvertes. On n'est pas allé faire une recherche bien particulière, ni technique, ni compliquée concernant ces informations. C'est très bien. Si vous avez vu les sites avec la superposition des postes, la superposition des SNIEF, des zones boisées, la superposition des horaires, ce sont des logiciels de l'État. Ce sont les logiciels des services de l'État. On va trouver à Adréal, on va trouver à Norma, on va trouver à Géoportail et compagnie. On utilise ça. Donc je veux dire que si nous, qui partons de rien, qui n'avons, je pense que dans chaque mairie, il peut y avoir désormais quelqu'un qui est capable de superposer au moins ces choses-là sur un projet de décharge. Et donc c'est une exigence sur laquelle on pousse. Vous avez rencontré le maire de Saint-Pé? On n'a pas rencontré le maire, on a eu pas mal de courriers avec lui, je pense qu'on va le rencontrer demain soir. Enfin, il y a quelque chose qui me dit qu'on va le rencontrer demain soir. Mais bon, voilà, mais je crois que demain soir, quelque chose me dit qu'on ne va pas rencontrer que le maire. Il y aura peut-être quelques transporteurs aussi. Donc concrètement, que je comprenne bien comment ça fonctionne, le transporteur, il fait un deal avec l'agriculteur et il doit demander une autorisation. Parfois il est propriétaire du terrain, parfois il a acheté le terrain. Le CMPE, le terrain leur appartient. D'accord. Mais autrement, il passe un deal avec le propriétaire. C'est quoi, c'est un contrat de bail de... Je ne sais pas. Il n'y a rien qui apparaît. C'est légal. Il y a l'agriculteur qui demande en mairie s'il peut mettre un peu de terre s'il peut mettre de la terre fertile ou de la terre arable dans un trou. Contrat normal, et après il demande une autorisation à la mairie, c'est ça? Et non, des fois il demande l'autorisation. Des fois il ne la demande pas. On peut dire que sur la terre, quand c'est de la terre, si ça ne dépasse pas 2 mètres de hauteur et si ça ne fait pas 100 mètres de superficie, il peut y avoir pas de déclaration. Ouais, c'est parce que ça s'appelle boucher un trou avec de la terre. Rien que de la terre, 100 mètres de surface, pas 2 mètres de hauteur dans la pente. Parce que des fois, là, dans les exemples, vous avez parlé d'autorisation, d'autres fois, non. Des fois, il n'y a pas du tout d'autorisation. Les camions, ils arrivent et on remplit. Attendez, ce sont des autorisations, ce sont des demandes de travaux pour dérembler, pour... Et bien évidemment, dans ces demandes de travaux, on mentionne non pas qu'on va mettre des déchets, mais qu'on va araser pour meubler, faire une butte ou niveler. Pour qu'il y ait moins de pente pour les bêtes, pour qu'on puisse mettre une bergerie, etc. Mais on assure que c'est la terre arabe. Mais dans la demande, c'est le propriétaire. C'est le propriétaire. Vous avez vu tout à l'heure à Doguenard, Yancy, etc. C'est les propriétaires qui ont demandé. Mais évidemment, le dossier, c'est pratiquement le même, c'est le transporteur qui l'aura rempli, quoi. Le propriétaire est complice quand même Le propriétaire, à un moment donné, il sans doute, voilà, je ne peux pas vous le dire comme ça, mais sans doute touche-t-il une enveloppe, point, et il est d'accord pour boucher un avec. Voilà. Et donc il l'habille on veut de la terre pour pouvoir mettre une bergerie parce que les bêtes elles peuvent être de pâtes ou etc. Il y a un petit truc comme ça. Et en avant, le maire et dans les services de la mairie, s'il ne regarde pas s'il y a un cours d'eau, voilà, et s'il donne l'autorisation facilement, et bien après il y a tout qui s'arrange. Mais des fois il n'y a même pas d'autorisation qui est demandée. La plupart du temps. La plupart du temps, il n'y a pas l'autorisation la plus complète qu'on ait vue, c'est celle où on a porté plainte. Parce qu'il y avait la longueur, il y avait une coupe en long, et donc comme il y avait la longueur, on a pu constater que avec les coulements, ils ont dépassé, etc. Voilà. Et dans le processus que vous décrivez, vous oubliez quelque chose quand même. Il n'y a pas le transporteur et éventuellement l'agriculteur. Il y a la source des déchets, si vous voulez. Donc il y a des chantiers de travaux publics qui sont obligés de dégager plus ou moins des vieux matériaux, des déchets pour construire. Donc à ce moment-là, il faut les sortir ou du chantier ou les envoyer normalement vers ce qu'on a appelé une ISDI. Il y en a combien là C'est comme ça. Moi je vais vous en citer 2. À l'heure actuelle,
dans la décharge de classe 1, ça a été une noria de camion issue de l'autoroute. Et là, c'est Vinci. Sur Ur, celle qu'on a arrêtée en 2 jours, on a réussi à l'arrêter en 2 jours. C'est l'autoroute 63. C'est Irachabal et c'était la 64. Les travaux sur l'autoroute 64 avec les glissières et compagnie qui étaient mis dans un champ et compagnie. Moi, j'ai eu Vinci au téléphone. Alors, Vinci, le gars de Vinci m'a dit oui, on a fait tout arrêter. Oui, on a fait jouer des correctifs, c'est-à-dire des pénalités dans le contrat avec M. Irachabal. On a fait arrêter jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Et nous, on est soucieux de notre image, on veut vous rencontrer. Voilà. Mais dans 4 jours, on va retrouver les trucs de Vinci ailleurs. Hein. On peut vous dire aujourd'hui qu'on s'attend à partir du 1er avril à une noria de camions dans tous les sens, dans les travaux qui vont commencer près du Leclerc d'Urugne. Il y a 100 000 mètres cubes à évacuer. Ils ont prévu les travaux, il faut que ça commence à tout prix le 1er avril, mais ils n'avaient pas encore prévu, il y a quelques jours, ils n'avaient pas encore prévu où ils vont évacuer d'abord des terres qui sont stockées et après les 100 000 mètres cubes qui... Voilà, et donc on a des responsables de ce type-là. Qui c'était qui faisait l'Intermarché en live Berthier. Bon, mais là, ils ont démonté le truc, c'est parti, des charges sauvages à Berrietou. Voilà. Mais les donneurs d'ordre, ils donnent. Ils passent un contrat avec un truc, et puis ça se passe comme ça. Des fois c'est encore plus compliqué. Hein. Nous, Irachabal, avec des terres d'Ikea sur Muguer, bon, des fois c'est une grosse société du Pays Basque basée à Camo qui prend le marché et qui après sous-traite avec les petits. Irachabal. Et donc, au moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que Ikea a traité avec un tel, et puis c'est un 3e niveau de société qui se fait choper. Alors là, c'est pas la faute. C'est pas la faute de ceux qui ont passé le contrat. C'est la faute du petit qui s'est embarqué, qui parfois a 2 ou 3 camions, hein, parfois, comme ça, mais qui est dans le coup. Et donc on a des degrés de responsabilité qui sont délayés comme ça, et le donneur d'ordre, en général, pour l'instant, s'en tire. Voilà. Vous dites aussi que le problème des décharges sauvages, c'est qu'il n'y a pas de décharges légales en nombre suffisant. Alors, il y en a combien Il y en a des décharges sauvages dans le coin, il y en a une dans le sud des Landes. ISDI. Des ISDI, il y en a une dans le sud des Landes, il y en a une à Hyères, il y en a une comment on appelle ça, à Hérobi. Hérobi, voilà, sur Hérobi. Oui, il y en a une à Agoreta, à Andaï. Voilà. Et à côté, ici à côté, il y a un endroit, je ne sais pas si c'est un SDI, mais il y a un endroit de stockage de matériel. À côté vraiment de Salois-Gabis, donc à côté de ces décharges-là, qui reçoit les déchets de bâtiment. Et après, il faut venir une broyeuse régulièrement pour les broyer et pour les recycler. Parce que c'est ça en plus, c'est que les déchets du bâtiment, le béton et compagnie, c'est recyclable. Ce sont des ressources. Donc on enterre là des choses qui peuvent ensuite être une source de revenus et une source d'économie d'un matériel qui est en train de s'épuiser au niveau planétaire et qui s'appelle le sable. Est-ce qu'elles sont en nombre insuffisant ou est-ce qu'elles sont trop chères? Je crois qu'elles sont en nombre insuffisant. Et elles sont certainement pas prises en compte dans le coût d'un chantier, si vous voulez. Parce que dans le coût d'un chantier, on devrait prendre en compte le coût des décharges transmises à ces ISDI. De la déconstruction, on appelle ça de la déconstruction. Dans le coût de la déconstruction, ils font un appel d'offres. Et donc, s'il y a des transporteurs qui font un appel d'offres très bas, ils les prennent. Évidemment, ces transporteurs, ils ont fait cet appel d'offres, ils ont répondu en se disant, moi je ne passe pas par les SDI, voilà. Je passe par un trou. Voilà. Hein. Mais le dernier de la chaîne, qui est l'agriculteur, c'est lui qui risque le plus. Hein. Parce que dans la législation actuelle de l'environnement, c'est vraiment le propriétaire qui est le plus responsable. Mais moi je pense qu'on est passé trop vite sur l'eau. Parce que si on voit toutes les décharges et les ruisseaux, tous se jettent du côté du Ralvaï et on aboutit à l'océan. Oui. Et après on s'étonne qu'il y a des qualités de baignade, des qualités de cours d'eau qui sont insuffisantes, etc. Quoi, hein.
Parce que c'est quoi comme type de pollution du coup Alors ça dépend de ce qu'ils mettent, parce que nous à Bordaberry on a des photos avec des bidons de produits toxiques. Là on a des photos avec des bonbonnes de gaz, on a des photos Avec du plâtre, avec du goudron, du goudron, des choses qui suivent. avec des produits inflammables. Ouais. Qui sont mélangés au reste. Oui. Oui. Voilà, et alors ça on les met dessous et on met un peu de terre très vite par-dessus. En fait, ça c'est une caractéristique du Pays Basque, c'est qu'il y a énormément de réseaux hydrologiques et la plupart des décharges sont toujours en pente. Donc le réseau hydrologique, c'est celui qui en priorité morfle le plus. Alors après, dans ces logiciels institutionnels qu'on a, c'est des choses intéressantes, c'est-à-dire qu'on peut regarder la hauteur du démarrage de la décharge et la hauteur du talweg au bout de la décharge. Des fois, il y a 25 mètres de différence, c'est-à-dire qu'il y a 25 mètres de décharge. Là, vous voyez bien. Dans le cas de Saint-Pétrois, si vous voulez, la décharge qui est ici, si vous voulez, elle alimente toute cette partie-là, en passant par un lac, alimente une rivière, un ruisseau qui s'appelle le Mantissaca, et qui s'en va directement vers Montmardi. Et après, il y a l'aspect pollution. Mais vous avez vu que ce qui part en premier, c'est ce qu'on appelle des fines. Quelque chose, c'est une vase. Quand on y marche dessus, quand c'est humide, on s'enfonce. En fait, hein. Il y a des endroits qu'on contourne parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dessous. S'il y a un trou, on finit au fond. Mais ces choses-là, c'est lorsqu'ils arrivent dans les cours d'eau. Ils se déposent au fond du cours d'eau. Et en fait, la capacité d'effet de chasse du cours d'eau, c'est-à-dire la quantité d'eau évacuée par le cours d'eau, diminue. Et donc là, on a une des causes, parce qu'il y a l'urbanisme, il y a l'imperméabilisation des sols, etc. Mais une des causes aussi, il y a sur les inondations. C'est-à-dire que si les cours d'eau se comblent, ils débordent plus facilement. Hein? Donc, il y a la pollution, goudron et compagnie, et puis tout ce qui peut exister. Parce que en Bordaberry, il y avait des monstres d'ordinateur, il y a de tout ce qui a été vu. Et il y a aussi cet aspect physique, Le comblement. le comblement des cours d'eau par les particules assez fines qui se déposent au fond. À la décharge numéro 4 aussi, il y avait des ordinateurs. Voilà, après c'est simple, on débarrasse les maisons, on débarrasse tout. Il y a la charpente, il y a le truc, le camion il est plein, on le vide. À partir du moment où l'autorisation est donnée, ou même s'il n'y a pas d'autorisation, il peut faire quoi le maire? C'est le maire qui peut agir ou c'est la préfecture? Alors, le problème de l'autorisation, quand elle est donnée sur terre arable ou terre fertile, donc on intervient en disant, regardez, il n'y a pas que les terres arables, il n'y a pas que les terres fertiles. Le maire, il peut arrêter immédiatement, il peut prendre un arrêté immédiat pour stopper la décharge. Et pour la remettre en état. Et pour la remettre en état aussi sec. Voilà. Donc, même quand on donne une autorisation sur... les déclarations, elles ne sont jamais faites sur je vais mettre des déchets du bâtiment. Donc, c'est illégal. Toutes celles qu'on a Donc, vérifiées. à partir du moment où apparaissent les déchets du bâtiment, il y a illégalité, le maire, c'est pour ça qu'on avertit le maire, mais en même temps, on avertit la DREAL, la police des eaux et le préfet. Voilà. Et après, si le maire ne fait rien, on peut demander au préfet de se substituer au maire. C'est un peu humiliant. Et parfois, ça apporte des fruits avant, on ne dit pas pour qui, ça apporte des fruits avant qu'on les demande. Donc on n'a pas eu à le demander. Mais ça fait de l'effet. Voilà. Donc, il y a des choses de ce type-là. Et si, même si c'est que de la terre, mais si ça dépasse certaines hauteurs, certaines surfaces, et qu'il y a des problèmes d'eau, de ruisseau, de DCF, etc., l'autorisation du maire elle-même est illégale. Voilà. Lorsqu'on avait envoyé au maire de toutes les communes basques et aux 18 communes des Landes, on avait envoyé une brochure avec des arrêtés que le maire devait faire. Il devait seulement changer les noms. Il y avait des articles au niveau environnemental qui contrevenaient à tel et tel truc. Il n'avait qu'à se baser sur cette brochure pour agir, pour faire son devoir de police.
Après, on assiste à des trucs. Bon, je vais citer une commune des Landes, je ne vais pas dire le nom parce que c'est un cas courant. Ils disent, voilà, j'ai des déchets à mettre. Est-ce que je peux le mettre à tel endroit de chez vous? La mairie leur dit non. Dans les 10 minutes qui suivent, il y a 10-15 camions. Ils y vont, ils vident, ils se tirent. Et la mairie dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On assiste à des trucs comme ça. Ouais. Donc, ça veut dire, on ne va quand même pas faire la formation dans les mairies. Je crois qu'il y a aussi un problème de formation dans les mairies. Après, je ne veux pas dire, il y a des gens dans les mairies qui sont... Il y a des mairies où il y a des gens compétents. En l'occurrence, là, c'est sur un terrain privé, c'était... Je ne sais pas. La nature du terrain, je ne sais pas. Je ne crois pas. Bon. Je crois que c'est un terrain communal. Mais c'est l'habitude, on se dit, comme il n'y a pas que, voilà, à bon moment, s'il n'y a pas de riverain que personne ne veut, à bon moment, voilà, ça passe. Ça, c'est ça.